L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 10e, chapitre 7. Si le bonheur ne peut être que l'acte conforme à la vertu, il est tout naturel que ce soit l'acte conforme à la vertu la plus haute, c'est-à-dire la vertu de la partie la meilleure de notre être. Que ce soit dans l'homme l'intellect ou telle autre partie, qui suivant les lois de la nature paraissent faites pour commander et conduire, et pour avoir l'intelligence des choses vraiment belles et divines, que ce soit quelque chose de divin en nous, ou du moins ce qu'il y a de plus divin de tout ce qui est dans l'homme, l'acte de cette partie conforme à sa vertu propre doit être le bonheur parfait. Et nous avons dit que cette activité est celle qui s'enquiert des principes. Cette théorie semble de tout point s'accorder et avec les principes que nous avons antérieurement établis et avec la vérité. D'abord, cet acte est sans contredit l'acte le meilleur. L'intellect étant la plus précieuse des choses qui sont en nous et de toutes celles qui sont accessibles à la connaissance de l'intellect lui-même. De plus, cette activité est celle dont nous pouvons le mieux soutenir la continuité, car nous pouvons penser bien plus longtemps de suite que nous ne pouvons faire quelque autre chose que ce soit. D'autre part, nous croyons que le plaisir doit se mêler au bonheur, et de toutes les activités conformes à la vertu, celle qui nous charme et nous plaît davantage, c'est, de l'aveu de tout le monde, l'exercice de la sagesse. Les plaisirs que procure la philosophie semblent donc admirables, et par leur pureté et par leur certitude, et c'est là ce qui fait qu'il y a 1000 fois plus de bonheur encore à savoir qu'à chercher la science. Cette indépendance dont on parle tant se trouve surtout dans la vie intellectuelle. Sans doute les choses nécessaires à l'existence font besoin aux sages comme à l'homme juste, comme au reste des hommes. Mais en admettant qu'ils en soient également pourvus et comblés, le juste a encore besoin de gens envers lesquels et avec lesquels il exerce sa justice. De même aussi l'homme tempérant, l'homme courageux et tous les autres sont dans la même nécessité d'être en relation avec autrui. Le sage, au contraire, le savant peut encore, en étant tout seul avec lui-même, se livrer à la recherche des principes, et plus il est sage, plus il s'y livre. Je ne veux pas dire qu'il ne vaille pas mieux pour lui d'avoir des compagnons de son travail, mais le sage n'en est pas moins le plus indépendant des hommes et le plus en état de se suffire. On dirait en outre que cette vie de la pensée est la seule qui soit aimée pour elle-même, car il ne résulte rien de cette vie que la vision des principes, tandis que dans toutes les choses où l'on doit agir, on poursuit toujours un résultat plus ou moins étranger à l'action. On peut soutenir encore que le bonheur consiste dans le loisir. On ne travaille que pour arriver au loisir. On ne fait la guerre que pour obtenir la paix. Or, toutes les vertus pratiques agissent et s'exercent soit dans la politique, soit dans la guerre. Mais les actes qu'elles exigent paraissent ne pas laisser à l'homme un instant de relâche, spécialement ceux de la guerre, d'où le loisir est absolument banni. Aussi personne ne veut-il jamais la guerre ou ne prépare-t-il même la guerre pour la guerre toute seule. Il faudrait être un véritable assassin pour se faire des ennemis de ses amis et provoquer à plaisir des combats et des massacres. Mais à la vie de l'homme politique, elle est aussi peu dépourvue de loisirs que celle de l'homme de guerre. Outre la conduite des affaires de l'État, il faut qu'il s'occupe sans cesse de conquérir le pouvoir et les honneurs, ou du moins d'assurer son bonheur personnel et celui de ses concitoyens individuellement, car ce bonheur-là est fort différent. Il est à peine besoin de le dire, du bonheur général de la société. Et nous le distinguons soigneusement dans nos recherches. Ainsi donc, parmi les actes conformes à la vertu, ceux de la politique et de la guerre peuvent bien l'emporter sur les actes en éclat et en importance, mais ces activités sont étrangères au loisir et visent toujours à un but étranger. Elles ne sont pas recherchées pour elles-mêmes. Tout au contraire, l'activité de l'intellect qui s'enquiert des principes suppose une application beaucoup plus sérieuse. Il n'a pas d'autre but que lui seul, et il porte avec lui son plaisir qui lui est exclusivement propre.
et qui augmente encore l'intensité de l'activité. Ainsi, et l'indépendance qui se suffit, et le loisir et la persistance, autant du moins que l'homme peut en avoir, et tous les avantages analogues qu'on attribue d'ordinaire au bonheur, semblent se rencontrer dans cette activité. Il n'y a donc qu'elle, bien certainement, qui soit le bonheur parfait de l'homme. Mais j'ajoute, pourvu qu'elle remplisse l'étendue entière de sa vie, car aucune des conditions qui se rattachent au bonheur ne peut être incomplète. Peut-être d'ailleurs cette noble vie est-elle au-dessus des forces de l'homme, ou du moins l'homme peut vivre ainsi non pas en tant qu'il est homme, mais en tant qu'il y a en lui quelque chose de divin. Et autant ce divin principe est au-dessus du composé auquel il est joint, autant l'acte de ce principe est supérieur à tout autre acte, quel qu'il soit, conforme à la vertu. Mais si l'intellect est quelque chose de divin par rapport au reste de l'homme, la vie selon l'intellect est une vie divine par rapport à la vie ordinaire de l'humanité. Il ne faut donc pas en croire ceux qui conseillent à l'homme de ne songer qu'à des choses humaines, et à l'être mortel de ne songer qu'à des choses mortelles comme lui. Loin de là. Il faut que l'homme s'immortalise autant que possible. Il faut qu'il fasse tout pour vivre selon le principe le plus noble de tous ceux qui le composent. Si ce principe n'est rien par la place étroite qu'il occupe, il n'en est pas moins infiniment supérieur à tout le reste en puissance et en dignité. C'est lui qui, à mon sens, constitue chacun de nous et en fait un individu, puisqu'il en est la partie dominante et supérieure, et ce serait une absurdité à l'homme de ne pas adopter sa propre vie et d'aller adopter en quelque sorte celle d'un autre. Le principe que nous posions naguère s'accorde parfaitement avec ce que nous disons ici. Ce qui est propre à un être et conforme à sa nature est en outre ce qui, pour lui, est le meilleur et le plus agréable. Or, pour l'homme, ce qui lui est le plus propre, c'est la vie de l'intellect. Puisque l'intellect est vraiment tout l'homme, et par conséquent, la vie selon l'intellect est aussi la vie la plus heureuse que l'homme puisse mener.